Alors, on va commencer par la première conférence qui est consacrée à la digital detox. Comment est-ce qu'on peut finalement un petit peu respirer dans cette ère du tout connecté? Et c'est Johan Rip du blog Digital Detox qui va tout de suite me rejoindre sur scène. C'est à toi, Johan. Pour 20 minutes, on fera des questions avec la salle, bien évidemment, à la fin de ton intervention. Et tu prends un micro sur la table quand tu veux. C'est à toi. Merci Marion. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc la présentation va arriver. Donc voilà, donc je m'appelle Johan Rip, je suis fondateur et co-rédacteur du blog detoxdigital.com. On est un peu désolé pour la qualité de l'image parce que normalement elle est censée vous donner envie de déconnecter. Hop là. Mais je vous invite à aller la voir sur notre blog. Voilà. Donc avant toute chose, aujourd'hui j'aimerais aborder un phénomène. Ce phénomène, c'est l'hyperconnexion. Aujourd'hui, on est quasiment tous sujets à l'hyperconnexion, en tout cas quasiment tous. Et en fait, ce phénomène, comment dire, ce phénomène met notre corps, notre esprit en éveil en permanence. Par exemple, on ne s'en rend pas forcément compte, mais lorsque l'on consulte un email, notre souffle est coupé. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est physiologique, c'est comme ça. Notre souffle se coupe parce que notre corps se prépare à un danger, en fait. Il se prépare à quelque chose d'inconnu. Et en fait, en cas de danger, c'est soit la fuite, soit se battre. Donc il y en a qui décident de répondre immédiatement, donc ils se battent, et ceux qui préfèrent la fuite, ceux-là, à ce moment-là, ils décident de répondre un peu plus tard. Et c'est ce concept aussi d'immédiateté qui est très impressionnant dans ce phénomène de l'hyperconnexion, c'est-à-dire qu'on est dans l'immédiat, dans l'instantanéité en permanence. Aussi, on est très souvent distrait par tous ces appareils, par toutes les interactions possibles, par tous les outils qui existent, par toutes les sollicitations qu'on peut avoir en permanence. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un professeur d'une université américaine qui a expliqué qu'en fait, on n'était pas multitâche. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on peut faire plusieurs tâches en même temps. Il expliquait par exemple que la génération Y pense pouvoir faire plus de 6 tâches à la fois. Mais en fait, ce n'est pas du multitasking, ce serait plutôt du switch tasking. Parce que bon, je ne suis pas neurologue, mais je reprends un petit peu ses propos. C'est-à-dire qu'en fait, on a un flux sanguin qui va dans une partie du cerveau qui est dédiée à faire une tâche. Et puis après, quand on fait une autre tâche, le flux sanguin continue, il va être dans une autre partie du cerveau. Et en fait, du coup, il y a une partie qui reste dans la partie qui était déjà sollicitée. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a une dispersion de la concentration. Et du coup, ce qui fait qu'on va plutôt dans la largeur des choses plutôt que dans la profondeur. Et je voulais aussi vous présenter un petit peu quelle est notre utilisation aujourd'hui, l'utilisation de vous, que ce soit des consommateurs, que ce soit des personnes lambda, de l'utilisation à la fois des écrans, des appareils connectés et d'Internet. Donc on remarque par exemple qu'aujourd'hui nous consultons en moyenne 110 fois notre téléphone par jour, et pour certains d'entre nous ça va jusqu'à 900 fois. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de compter un petit peu votre téléphone. Je pense qu'il y a déjà qui sont à 20-30 ce matin en voyant tous les téléphones qui s'allument dans la salle, déjà sur Twitter. On constate aussi qu'il y a 6,5 écrans en moyenne par foyer français, donc que ça soit à la fois des tablettes, des smartphones, des téléphones intelligents, comme on dit au Québec, ou des ordinateurs portables, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en dehors du temps qui est consacré aux besoins physiologiques, donc c'est-à-dire boire, manger, dormir, 43% de ce temps-là est consacré, en tout cas, on utilise un écran pendant 43% de ce temps restant. Ça, c'était en 2012, c'était une étude du Credoc, mais je pense honnêtement que ça a dû augmenter depuis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 41% des internautes français ont du mal à se passer d'Internet plus de 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, ils ressentent ce sentiment de dépendance, de manque. On ne parle pas encore de pathologie, mais j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Et également, là où on voit une incursion du digital et du numérique, c'est surtout en situation de vacances. Alors qu'avant, le voyage, historiquement, c'est un secteur, en tout cas c'est un moment où on est là pour échapper au quotidien, c'est un échappatoire du travail, de la routine, etc. Sauf que maintenant, on transpose en fait ces outils-là du quotidien, on utilise son téléphone tous les jours, et en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher les bons plans, on va utiliser Google Maps par exemple. Donc en fait, il y a une prolongation du quotidien, de la routine, du travail pendant le séjour, pendant les vacances.
Et surtout, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le téléphone en fait, est rentré dans notre intimité. On s'en est même pas rendu compte. Pour preuve, 49% des Français âgés de 18 à 65 ans dorment avec leur téléphone portable à côté du lit. Et c'est 72% des moins de 35 ans qui dorment avec leur téléphone. Honnêtement, par exemple, moi je me souviens même pas la première fois où mon téléphone en fait, est entré dans ma chambre. C'est-à-dire que ça s'est fait instinctivement, on s'en est pas rendu compte. C'était un formidable outil, on s'est dit tiens, il va nous servir de réveil. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai par exemple des amis qui, au moment de mettre en fait, leur réveil, ils vont pour mettre leur réveil, sauf que 30 minutes plus tard, ils vont se coucher parce qu'en fait, entre-temps, ils sont allés sur Facebook, ils sont allés sur Twitter, ils ont lu une petite VDM avant de dormir, etc. Et également, ce qu'on a remarqué, c'est que 11% des femmes de 18 à 34 ans dorment avec leur téléphone dans le lit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça remplace un petit peu le teddy bear, quoi. C'est-à-dire que le téléphone est avec vous, voilà, vous le regardez, vous le caressez, il est avec vous, et puis le matin, il est encore là, etc. C'est-à-dire qu'il vous accompagne toute la journée, toute la nuit, etc. Puis aussi, je ne l'ai pas montré, mais faut l'avouer aussi, mais il y a de plus en plus de Français en fait, qui ont remplacé la petite revue dans les toilettes par le smartphone. Aujourd'hui, on ne peut pas s'ennuyer quand on est aux toilettes. On prend notre téléphone plutôt que la petite revue, on va sur nos mails, etc. Donc là, on est encore plus dans l'intimité que dans le lit. Également, 63% des lycéens affirment être perdus sur leur téléphone. Totalement perdus, c'est-à-dire qu'ils sont désorientés, ils ne peuvent plus se repérer, ils ne peuvent plus communiquer, ils ne savent plus comment faire. Et c'est 22% des plus de 50 ans. Donc on remarque aussi que ce n'est pas seulement les digital natives qui sont concernés par ça. Et en fait, toutes ces utilisations, toutes ces connexions, cette hyperconnexion, en fait, est due principalement à un syndrome, si on peut l'appeler comme ça, c'est le syndrome du FOMO. Donc c'est le fear of missing out, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Et on estime que c'est le nouveau désordre culturel de notre société. C'est le sentiment, bien entendu, de passer à côté de quelque chose. Par exemple, ça vous est jamais arrivé de consulter vos mails, de fermer la fenêtre et de la rouvrir tout de suite parce qu'on a l'impression qu'on va recevoir un email, voire de mettre à jour à nouveau son email, ou de poser son téléphone et de le reprendre parce qu'on pense avoir un message Facebook, etc. Et on se rend compte que 56% des personnes utilisant les réseaux sociaux souffrent de ce fléau des temps modernes. Donc c'est vraiment lié à l'utilisation des réseaux sociaux et c'est ces réseaux qui ont permis l'émergence du syndrome du FOMO, Fear of Missing Out. Et cette peur, on se rend compte qu'elle est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et aussi parmi la population, en fait, c'est 5 laboratoires, donc celui de il y a Pau, Toulouse, Bordeaux et d'autres, je ne me souviens plus les noms, qui ont mené une étude depuis 2011 sur les déconnectés. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était les cadres en fait, qui étaient les salariés les plus équipés en TIC. Et sauf que, pour ces cadres, il existe une injonction tacite à la connexion qui pèse sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, leur entreprise leur donne un smartphone, ou ils ont déjà un smartphone personnellement, et ils sont obligés d'être connectés en permanence, de l'utiliser après le travail, et en même temps, ils n'ont pas le choix, ils sont cadres, donc ils doivent continuer à travailler, même après les horaires de bureau, et du coup, il y a une injonction qui pèse sur eux, ce qui fait qu'ils ont l'impression de devoir tout le temps être en permanence en connexion. Et du coup, on se rend compte que 51% des cadres consultent leurs emails au lit. Et j'en ai même vu certains, quelqu'un me disait la petite anecdote, le matin, en fait, pour se lever, le réveil, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son téléphone, il regarde ses emails, il voit le travail qu'il a à faire pendant la journée, et du coup, il se lève. C'est-à-dire que dès le matin, dès le réveil, il est en état de stress parce qu'il a plein de choses à faire. Mais en fait, c'est l'adrénaline que ça lui donne, ça le met son corps et son esprit en éveil pour aller travailler. Et on remarque également que 7 salariés sur 10 affirment être sollicités par leur entreprise en dehors du bureau, et c'est 80% des managers qui sont concernés principalement. Alors aussi, je voulais vous présenter les différents types de déconnectés, parce que voilà, cette nouvelle tendance de la digital detox concerne ces déconnectés-là. Donc en fait, on remarque qu'il y a les digital outsiders, donc eux, c'est la déconnexion subie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont en zone blanche, qui n'ont pas de connexion à Internet, qui n'ont pas de 3G, qui vivent dans un petit village des Hautes-Alpes, par exemple. Donc cela, c'est de la déconnexion subie. Ensuite, vous avez les digital worried, donc ça, c'est la déconnexion préventive. Donc en fait, c'est
des gens qui ont peur de l'utilisation qui est faite de leurs données sur Internet. Donc comment ces grandes sociétés, comme pour n'en pas citer certains, utilisent mes données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les digital worried. Et puis nous, on va plutôt s'intéresser au digital detox. Donc là, c'est de la déconnexion curative. Donc en fait, c'est des hyperconnectés qui sont connectés en permanence, mais qui en ont marre en fait, qui en ont marre de subir cette connexion, d'être connectés en permanence, et ils veulent avoir une sorte d'échappatoire en fait à ce quotidien, à cette connexion permanente. Et c'est sur cela qu'on va le plus insister, et on les appelle également les déconnectés volontaires. Alors ces déconnectés volontaires, je vous disais, ont un trop-plein informationnel et communicationnel. En fait, ils jugent tous les outils qu'ils utilisent au quotidien trop intrusifs. Ils ont besoin de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport aux choses, de prendre du recul par rapport à ces outils qu'ils utilisent tous les jours, que ce soit au travail, en vacances, le soir, etc. Et ils veulent aussi résister à la pression sociale. Parce que ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, on vit à travers le prisme du digital. C'est-à-dire qu'en fait, on a un besoin d'appréciation. On ne parle plus de la pyramide de Maslow maintenant, c'est le prisme du digital. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en permanence en recherche d'appréciation des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va surveiller combien de likes on a eu sur un statut Facebook qu'on a commenté, combien de fois a été retweeté notre tweet, par exemple, etc. Et donc, du coup, ces déconnectés volontaires représentent une forme de prise de conscience qui commence à émerger de la part de la population. Suite à une étude, on remarque que ces déconnectés volontaires, ça reste encore à développer, mais c'est principalement des personnes âgées entre 25 et 49 ans, de CSP+, de niveau d'études supérieures. Et en fait, ils ressortent ce qu'on appelle ce sentiment de dépendance. Jusqu'à présent, on ne parlait pas forcément de dépendance par rapport aux appareils connectés, mais maintenant, on commence à en parler. Ils ont en fait une volonté de se déconnecter pour reconnecter. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est retourner à la vraie vie, entre guillemets, à la réalité, et en fait, trouver une sorte d'échappatoire à cette connexion constante. Et du coup, on peut faire une analogie avec la mode de l'analogique, la mode du vintage, la mode du rétro. Là, j'ai pris l'exemple de Unplug SF, qui est un festival, en fait, un événement à San Francisco, justement lié à la déconnexion, et où vous avez des expositions analogiques. Donc là, on vient vous présenter qu'est-ce qu'était un Walkman, qu'est-ce qu'était, etc., différentes sortes d'appareils analogiques. Il y a aussi des cours pour apprendre à écrire avec une machine à écrire. Et du coup, en fait, on peut lier cette tendance de la déconnexion avec cette mode de l'analogique, du rétro et du vintage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une tendance qui est à la fois entre la nostalgie du temps passé, du pré-Internet, on va voir, les publicitaires s'en servent, et la consommation engagée. Donc on peut le lier aussi avec les valeurs de l'écologie, du local food, etc. Alors, où est née cette tendance? En fait, personne ne peut dire exactement où elle est née, mais nous, avec le blog, on essaie de retracer un petit peu tout ça, d'essayer de retracer un petit peu une histoire à cette tendance de la digital detox. Et en fait, on se rend compte que c'était au début des années 2000, dans la Silicon Valley. Il y a des personnes, des développeurs, des informaticiens, qui travaillent dans des grosses entreprises dans la Silicon Valley, qui ont créé le mouvement des offliners. Et en fait, ce premier mouvement, ça ressemble un petit peu à ces déconnectés volontaires. C'est-à-dire qu'en fait, après le travail, plutôt que de continuer à être sur l'ordinateur, ils se sont retrouvés entre eux pour discuter, pour faire une sorte d'activité. Et en fait, ils ont créé ce groupe de offliners. Donc on peut dire que c'est un petit peu les prémices. Donc ça va bientôt faire 14 ans déjà que ça existe. Et puis ensuite, toujours aux États-Unis, donc c'est vraiment aux États-Unis que ce phénomène a pris de l'ampleur. Donc on a vu arriver Camp Grounded, donc c'est les premiers camps pour adultes pour se désintoxiquer du digital, entre guillemets. Voilà. Et donc ça se passe au nord de la Californie, donc vous pouvez le voir, mais je ne sais pas si c'est très lisible avec l'écran. Donc en fait, ils proposent un certain nombre d'activités. Donc vous partez par exemple pour un week-end, et en fait, vous pouvez déjà échanger avec les autres. Donc déjà, le principe, c'est aucun téléphone, aucun réseau, rien du tout. Vous avez des tas d'activités pour pouvoir connecter. On l'a vu, concours de machine à écrire, on peut faire du tir à l'arc, on peut faire de la peinture, on peut faire des tas de choses, de la cuisine, construire des cabanes dans les bois. Dans tous les cas, ça se passe toujours en pleine nature. Et donc, c'est vraiment ces camps, en fait,
qui ont créé en tout cas un gros buzz aux États-Unis avant qu'on en prenne connaissance en France. Parce que Séquent existe déjà depuis plusieurs années et les premiers articles sur Séquent sont arrivés là il y a 2 mois à peu près en France. Et pendant ce temps-là en France, on a pris un petit peu de retard par rapport à cette tendance. Les premiers à avoir en parlé, c'est des personnes comme Thierry Crouzet par exemple, qui a écrit un livre J'ai débranché. Ça date de 2011 tout de même. 2011, donc J'ai débranché pendant 6 mois en fait, il a essayé de se déconnecter. C'est un célèbre blogueur qui a fait en fait une sorte de crise, d'attaque cardiaque, je crois, et qui du coup, du jour au lendemain, a décidé je déconnecte pendant 6 mois. Donc on a commencé à en parler en France à travers ces livres. Après, il y a Rémi Oudguiri de l'Ipsos qui lui a écrit Déconnectez-vous en 2013. Et puis ensuite, en fait, ce qui a pris le relais, en tout cas nous on l'a constaté, c'est principalement les journaux. Donc au début, c'était des journaux très spécialisés, des journaux tendance bien-être, etc. Puis maintenant, on se rend compte qu'il y a d'autres journaux, des journaux nationaux, des journaux plus connus, qui commencent à en parler et qui du coup commencent à diffuser un petit peu cette tendance-là. Et nous, on l'a remarqué dans notre veille, en tout cas quand on était sur Twitter, au début, c'était que les Américains qui en parlaient. Les Français, il y en avait quelques articles par-ci par-là. Après, les articles ont commencé à fleurir. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est des personnes lambda, des personnes comme vous et moi, qui commencent à dire, même des personnes qui ne travaillent pas forcément dans le web, qui commencent à dire je vais déconnecter ce week-end ou je vais déconnecter pendant une soirée, etc. Et je me laisserai peut-être séduire par la tendance de la digital detox. Et puis surtout, ce qui a fait beaucoup de buzz, c'est les vidéos en fait, principalement américaines. Celle-ci est un petit peu moins connue en France parce qu'elle a beaucoup marché aux États-Unis. C'est I Forgot My Phone. Donc en fait, à la base, c'était une étudiante qui voulait faire ça pour un projet universitaire. Et cette étudiante, en fait, s'est filmée pendant toute une journée, en fait, dans plusieurs situations où elle n'a pas son téléphone, mais les autres ont leur téléphone. Et donc, du coup, on voit la perception, comment on est quand on n'a pas de téléphone. Par exemple, elle est avec des amis en train de prendre un café en terrasse. Et puis là, en fait, toutes ses amies sont en train de textoter. Et puis elle est comme ça, elle attend, elle ne peut rien faire. Et puis là, par exemple, on la voit avec son petit copain. Lui est sur son téléphone. Et puis elle, voilà, elle attend. Et surtout, la vidéo qui a fait le plus gros buzz et qui a beaucoup marché en France, en tout cas, c'est Look Up. Donc je vous invite à aller les voir, parce que là, je n'avais pas forcément le temps dans le cadre, dans le format de la présentation, de vous les montrer. Mais je vous invite à aller voir celle-ci. Look Up, qui a fait beaucoup parler, donc 44 millions de vues tout de même sur YouTube. Donc c'est Gary Turk qui en fait nous dit levez les yeux de votre téléphone. Bon, après, on entend un petit peu les violons derrière. En gros, si vous ne levez pas les yeux, vous allez passer à côté de l'amour de votre vie, etc. Bon, il y a un discours très moralisateur derrière. Nous, en tout cas, au blog, on ne partage pas forcément ce point de vue-là, ce point de vue un petit peu anti-digital, parce qu'au contraire, on est pour le digital, et c'est un formidable outil. Mais je vous invite tout de même à aller voir cette vidéo, et surtout à regarder les commentaires en bas. C'est soit il dit n'importe quoi, c'est pas vrai, ou alors des gens qui commencent à se dire c'est vrai que je passe trop de temps sur mon téléphone. Et c'est cette prise de conscience-là qui n'était pas encore là il y a quelques années et qui commence à arriver en tout cas en France. Et puis on remarque que la déconnexion devient un fonds de commerce. Les marques s'en emparent dans les publicités. Donc là je vous ai mis quelques exemples. Je pense que la plus ancienne c'est KitKat qui avait fait des zones no Wi-Fi. Donc ça se passait à Amsterdam et donc vous y allez et KitKat have a break, donc vous allez sur ces endroits et vous déconnectez, c'est-à-dire que vous avez aucun Wi-Fi, donc vous partagez un KitKat avec vos amis sans Wi-Fi, sans rien. Et puis ensuite il y a eu Nescafé aussi qui a fait la campagne reconnexion. Donc la campagne reconnexion, c'est qu'on voit des personnes sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone. Et puis là, en fait, il y a une personne qui arrive avec un café et qui lui dit « Tiens, ça te dirait qu'on prenne un café ?» Et donc là, la personne ferme son ordinateur et en gros, on reconnecte ensemble, on recrée du lien grâce au café. Et puis, il y avait aussi le projet d'UNICEF. En fait, UNICEF avait fait le pari de développer une application. Lorsque vous déconnectez 10 minutes, ça offrait 1 litre d'eau potable pour un enfant dans le tiers-monde. Donc après, à savoir si c'était judicieux, mais en tout cas, on a entendu parler de cette campagne grâce à ce concept-là. Ensuite, vous avez aussi Durex. C'est un peu le même principe que Nescafé, mais ce n'est pas le même produit en fait.
Et il y avait aussi Northebir, donc là c'était le photobloqueur, donc ça fait un beau buzz. En fait, ils ont remarqué qu'on était souvent, quand on était en boîte de nuit, il y avait des gens qui prenaient des photos de nous dans des positions pas forcément avec une très très bonne image, et qu'après ces photos-là se retrouvaient sur Facebook. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'était comme un seau à champagne, les bières étaient posées dedans, et dès qu'on voulait prendre une photo, en fait, il y avait une réflexion qui se faisait avec le seau à champagne, et du coup ça renvoyait et ça floutait toutes les photos qu'on voulait prendre de nous en fait, quand on était en boîte de nuit. Il y a aussi Amstel qui lui a en fait donné des casiers à l'entrée de certains bars partenaires où on pouvait déposer son téléphone avant de rentrer dans le bar. Il y avait Diesel aussi qui a fait les chaussures pré-internet. Donc là c'était une campagne, en gros c'était un modèle de 1993 qu'ils ont voulu ressortir en disant c'était les chaussures pré-internet. C'est les chaussures qui vont pas dire combien de calories vous allez dépenser, etc. Pour aller le dire sur Facebook. C'est les chaussures avec la dernière technologie des années 93, etc. Donc là, ils ont fait une belle campagne là-dessus en disant que c'était les chaussures pré-internet. Et puis, en tout cas, la dernière en date, à travers notre veille, elle est très récente. Donc c'était pendant la Coupe du Monde. C'est Buitoni qui, avec ses pizzas fiesta, a surfé sur cette tendance de la déconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez des jeunes qui se retrouvaient pour aller regarder le match, bière, pizza, match de football, et donc du coup, en fait, ils étaient en train de boire ensemble, et puis en même temps, ils étaient tous sur leur téléphone, et là, une belle pizza arrive, bien chaude, bien croustillante, comme on peut voir dans la publicité, et sauf que là, du coup, tout le monde range son téléphone, tout le monde range son ordinateur portable pour manger une pizza ensemble et reconnecter et créer du lien. Et du coup, en fait, on se rend compte que la déconnexion devient un axe marketing et un axe de communication pour ces entreprises-là. Mais surtout, on remarque que maintenant, il existe des produits dédiés Digital Detox. Au-delà de l'utiliser en tant qu'axe marketing et communication, il existe des produits dédiés. On pourrait penser tout de suite au tourisme si on reprend l'exemple de Camp Grounded aux USA, mais pas forcément. Alors les premiers qui ont fait beaucoup parler d'eux, c'est le Vichy Spa Hôtel Célestin, les Célestins, donc à Vichy donc, qui a développé donc une offre, un package Digital Detox. Donc c'est-à-dire que vous arrivez à l'hôtel, vous déposez vos téléphones, vos ordinateurs, etc. Il y a un message en fait, c'est-à-dire que si quelqu'un veut essayer de vous joindre, vous les avez prévenus en amont, ils appellent l'hôtel, et puis du coup en fait c'est l'hôtel qui dit cette personne n'est pas disponible pendant 2 jours, elle fait un séjour Digital Detox. Et puis ensuite vous avez donc du coup accès au spa, etc., formule bien-être, tout le packaging qui va avec. Il y a également le Westin Paris-Vendôme, en fait, parce que ça existait déjà au Westin Dublin, donc qui a créé cette offre, ce package Digital Detox. Donc vous avez par exemple, ils ont fait par exemple, un contrat avec New Balance, donc vous avez tout un équipement sportif pour aller faire du sport dans Paris. Vous avez une pâtisserie qui vient vous livrer les dernières pâtisseries tendances. Vous avez bien entendu accès au spa, et puis tout ça pendant qu'on laisse notre téléphone dans le casier à l'entrée de l'hôtel. Donc, donc là, on est quand même sur du luxe, hein, sur des hôtels 5 étoiles, mais on se rend compte qu'il y a même des chambres d'hôtes qui n'est pas très loin de Bordeaux d'ailleurs, qui eux aussi ont développé ce coffret-là, et donc un petit peu plus modeste, mais quand même plus intéressant, parce que eux déjà, ils sont dans un milieu nature, disons, en pleine campagne. Les autres sont quand même dans des centres-villes. Et là, c'est pareil, en fait, donc vous déposez vos téléphones, sauf que vous avez le droit à des vélos gratuits, donc c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les vélos gratuitement, aller vous balader. Vous avez différents kits pour faire des activités en dehors du digital, ça peut être de la peinture, etc. Et on se rend compte qu'en fait, toutes ces offres-là, ils n'ont pas forcément inventé grand-chose, c'est-à-dire que c'est des choses qui existent déjà. Il faut se faire livrer des pâtisseries, avoir accès au spa, avoir accès à Thalasso, c'est des choses qui existent déjà. Mais simplement qu'en fait, ils en ont fait un package et ils l'ont marketé Digital Detox pour répondre à une demande. Par contre, ce qu'on se rend compte, parce que nous, on les a interviewés dans le cadre du blog, c'est qu'il y a des personnes qui commencent à prendre conscience qu'ils sont trop connectés, etc., qui ont besoin de déconnecter le week-end ou en vacances. Par contre, ils n'ont pas encore franchi le cap de dire je vais faire un séjour digital detox. C'est pas encore là en fait. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là, en tout cas, ce que nous a dit ces différents hôtels,
Il y en a certains qui ont vendu une prestation, d'autres deux, etc. Donc c'est vraiment encore dans les prémices des séjours digital detox. Et puis ensuite, vous avez, donc en dehors du tourisme, vous avez des startups qui commencent à se monter et qui commencent à s'intéresser à cette tendance-là. Là, c'est une startup de Berlin qui s'appelle Offtime, une belle équipe de 4 personnes, vraiment très sympathique, qui nous a accueillis pour répondre à nos questions. Et en fait, eux, ils ont développé une application pour mettre sa connexion entre parenthèses. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette application fait des restrictions sur votre téléphone. Pour l'instant, c'est uniquement développé sous Android. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer certaines applications à certaines heures, bloquer certaines personnes aussi qui peuvent vous contacter. Et vous avez différents modes. C'est-à-dire que vous pouvez tout paramétrer vous-même. Vous pouvez avoir le mode vacances, le mode journée, le mode travail, par exemple. Par exemple, le mode travail, aucun de vos amis peut vous connecter, à part votre maman peut-être, ou vous n'avez pas forcément accès à 2048 pendant que vous êtes en travail, etc. En gros, c'est vous qui créez vos propres paramètres. Et du coup, après, vous avez des statistiques en fait, qui vous permettent de savoir votre connexion, de savoir combien de temps vous avez passé sur telle ou telle appli, combien de temps vous avez passé avec telle ou telle personne au téléphone ou par Facebook. Et puis enfin, ce qui est très intéressant, parce qu'ils ont travaillé avec des chercheurs de l'Université de Berlin, c'est qu'en fait, quand vous voulez repasser en mode normal, c'est-à-dire en mode sans restriction, vous devez attendre 60 secondes. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on est tout le temps dans l'instantanéité, on zappe, on passe d'une page à une autre, d'une appli à une autre, etc. En 2 clics, c'est fait. Et là, en fait, pendant 60 secondes, vous devez attendre de repasser en mode hyper connecté. Et du coup, ça vous met dans une sorte de réflexion. Est-ce que vraiment j'ai envie de passer en mode hyper connecté ou pas? Ou est-ce que c'était pas plutôt mal d'avoir quelques restrictions à certains moments, etc. Donc, nous, on a trouvé vraiment intéressant cette philosophie de prendre son temps, d'avoir des moments de réflexion, et de ne pas toujours être dans l'immédiateté, et d'avoir quelques moments aussi où on divague comme ça, où on peut réfléchir, et qu'on n'est pas toujours en train de se distraire avec quelque chose. Et une autre entreprise qui s'appelle The Pop Case, qui eux ont développé donc, le coffret Digital Detox. Leur concept, c'est plein de coffrets comme ça avec différentes thématiques. Ils ont fait le coffret Digital Detox. Donc ça coûte 50 € et dedans vous avez différents objets. Donc je peux pas tout le dire, enfin, en tout cas je peux pas le dire ce qu'il y a dedans parce que c'est pour vous inciter à l'acheter. Mais en gros voilà, vous avez différentes choses dedans qui vous permettent de faire des activités, de découvrir d'autres choses en dehors du digital. Et souvent, en tout cas, nous, ce qu'on nous pose comme question au blog, c'est que est-ce qu'il s'agit d'une tendance de fond ou d'un effet de mode? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, en fait, je pense qu'il y a 2 réponses à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un effet de mode et à la fois une tendance de fond. L'effet de mode, c'est peut-être que comme c'est un sujet d'actualité, et puis certains se disent « Waouh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ?» L'effet de mode peut être aussi lié au fait d'utiliser le mot « détox ». Parce que le mot détox, aujourd'hui, on le voit dans tout. Il y a des thés détox, il y a vraiment plein de choses qui utilisent ce terme détox-là. Donc l'effet de mode peut être lié à ça. Mais la vraie tendance de fond, c'est qu'il y a des déconnectés volontaires, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent se déconnecter. C'est, à mon avis, honnêtement, on pense que le digital, c'est un outil, le numérique, etc. C'est des technologies très intéressantes et qui nous permettent de beaucoup de possibilités et qui vont progresser dans l'avenir. Mais on pense que le digital, c'est-à-dire qu'en fait la connexion n'est pas l'inverse de la déconnexion, c'est-à-dire que le digital, l'évolution des appareils connectés, va évoluer justement avec cette forme de déconnexion qui est momentanée, qui est volontaire, momentanée, qui est pour une soirée, un week-end, etc. Et vont évoluer ensemble, un petit peu comme le yin et le yang au final, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir se passer l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on va évoluer avec ces objets-là, mais par contre, on va apprendre une certaine maîtrise de ces objets, et on va apprendre à certains moments à déconnecter pour pouvoir ensuite revenir sur ces objets, être beaucoup plus lucide, beaucoup plus créatif et beaucoup plus concentré. Et du coup, c'était l'agence Dagobert qui avait présenté ça l'année dernière, quelques enseignements en fait pour les marketeurs par rapport à cette tendance-là. Bon, c'est simplement des pistes en fait, c'est pas des solutions concrètes, mais simplement des pistes en fait pour vous. Donc, par rapport à vos clients quand vous communiquez avec eux sur les outils numériques, donc c'est simplement relâcher la e-pression, être un petit peu moins dans l'immédiateté, dans la campagne emailing à fond, on envoie des emails en permanence, etc. Puis on voit d'ailleurs que les taux de retour baissent. C'est aussi redevenir simple. Redevenir simple, c'est pas forcément chercher la meilleure campagne cross-média, transmédia, tout ce qu'on veut, où on va avoir plein de choses connectées ensemble, compliquées, etc. Parce que
certes, ça peut être une bonne stratégie, mais parfois on perd aussi un petit peu les utilisateurs dans tous ces outils. Rebooster l'utilité, donc c'est-à-dire mettre l'utile au cœur de votre stratégie de communication, de marketing. Toujours penser à ce qui est utile en fait pour le client. Être plaisant, bon, ça va de soi en tout cas, d'être plaisant avec le client parce qu'aujourd'hui ils aiment ça, ils sont tellement sollicités que se démarquer un petit peu, ça vous permettra de les toucher plus facilement. Et puis aussi la stratégie, ça peut être de passer du FOMO au JOMO, donc c'est Joy of Missing Out, c'est la joie de passer à côté de quelque chose. Peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, axer sur cette joie de passer à côté de quelque chose, sur se dire que peut-être qu'il y a plein de gens qui ont posté des choses sur Facebook en ce moment et je ne les ai pas forcément vues et c'est pas si grave que ça. Et aussi, il y a une notion qui est assez intéressante, c'est le kairos et le chronos. Donc le chronos, c'est le temps qui passe, c'est le moment immédiat, et le kairos, c'est le moment opportun. Donc c'est-à-dire c'est nous qui décidons de ce moment-là, c'est vraiment le moment choisi, le moment opportun. Donc c'est peut-être aussi axer nos stratégies par rapport à ça et vraiment décider du moment opportun pour nos clients, le moment qui va être spécifique pour eux, et plutôt que d'être dans l'immédiateté, envoyer ces campagnes directement, vraiment choisir ce moment opportun et le définir en fonction de ses cibles. Voilà, donc il existe de nouvelles opportunités, une nouvelle tendance, un nouveau marché, un nouveau segment. De nombreux produits vont se développer par rapport à ça, donc il existe de nouvelles opportunités, donc je vous invite à inventer. Merci à tous.